Je ne pensais pas que ce serait aussi rapide que ce que je suis arrivé en juillet, mais voilà. Deux choses. Premièrement, pour m'excuser auprès de vous, après vous avoir remercié, m'excuser en effet de partir peut-être un peu plus rapidement que je ne l'aurais souhaité, puisque je suis au centre de tir de Moneto cet après-midi pour accueillir les cadets de gendarmerie. Donc, ce sont des adolescents qui au lieu de jouer aux jeux vidéo ou être sur TikTok, consacrent leur temps libre à s'engager pour les autres et notamment pour la gendarmerie nationale. Donc, c'est quelque chose évidemment à la préfecture qu'on suit et qu'on soutient vivement. Le deuxième motif d'excuse, c'est que je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas spécialiste des questions de photovoltaïque et d'agri-voltaïque, donc je vais essayer de vous expliquer comme moi je l'ai compris, c'est-à-dire très simplement les choses. J'essaierai, si vous en avez, de répondre à vos questions, mais je pense que je n'y arriverai pas. En tout cas, je ferai mon maximum. Vous avez un représentant de la Chambre d'agriculture qui pourra vous aider. Parfait. Donc en effet, si on revient un petit peu en arrière, en décembre 2025, il y a eu un dépôt de permis de construire pour un projet agrivoltaïque en Puisaye, un projet qui repose sur une étude qui concernait 400 hectares. Le projet qui a été déposé dans un premier temps était un peu plus restreint que cela. Et ce que je peux vous annoncer, c'est que d'ici quelques semaines, le temps que l'arrêté soit rédigé proprement par les services de la préfecture, le préfet signera un refus d'accord de ces permis de construire dans le cadre de ce projet. Et je précise que M. Le Floch, dont le nom parle pour lui, n'est pas poyodin, n'est pas venu avec sa famille. Donc vos applaudissements lui vont vraiment droit au cœur. Alors, évidemment, ils sont pas justifiés, d'autant moins justifiés que l'avis du préfet était lié par la fameuse commission dont vous avez dit quelques mots, donc la CDPNAF. Donc c'est une commission qui, en bon français, donc la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Donc elle se place sous l'autorité du préfet de département, donc ici du préfet de Lyon. Son secrétariat est assuré par la DDT, donc la direction départementale des territoires, et elle inclut un certain nombre de services de l'État qui sont techniciens sur ces sujets, ainsi que des associations représentatives, et puis également les consulaires avec la Chambre d'agriculture, des associations forestières et des élus. Donc il en existe une dans chaque département, et cette commission est écoutée, saisie pour des projets d'importance qui peuvent avoir donc, un impact sur, comme son nom l'indique, les espaces naturels, agricoles et forestiers. Son avis est liant, c'est-à-dire que une fois qu'elle a donné un avis défavorable, le préfet n'a pas d'autre choix que lui-même d'en tirer les conséquences et donc de refuser la question qui a été posée à la CDPNAF. Donc là, en l'occurrence, sur les permis de construire de ce projet. Le compte-rendu n'est pas encore rédigé par les services de la TDT, donc je ne peux pas vous dire de manière extrêmement précise les raisons pour lesquelles cet avis a été rendu. Néanmoins, un certain nombre de personnes, évidemment, de la préfecture y étaient, donc je peux vous rapporter les échanges qui ont été tenus. Déjà, je peux vous dire qu'il y a 17 membres de cette commission, 15 ont rendu un avis défavorable, il y a eu 2 abstentions. Donc ça s'est pas passé à quelques voix près, comme on a pu le voir dans les municipales dans certaines communes du département. Là, c'est un avis qui est assez clair vers le défavorable. Il y a eu plusieurs raisons qui ont prévalu, en tout cas plusieurs voix qui se sont fait entendre et qui apparemment ont convaincu le collège des membres de la commission.
Les premiers arguments, surtout portés par les élus, ont été sur l'acceptation sociale et politique du projet au regard de sa taille, de son emprise sur les communes concernées et sur les paysages de la Puisaye. La deuxième série d'échanges, de questions qui ont été soulevées par les membres du collège, c'est sur les zones humides et sur la réglementation sur l'eau. Donc là, il y a eu des échanges avec notamment l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui a soulevé un certain nombre d'interrogations sur le respect par ce projet des zones humides qui étaient concernées dans ces 3 communes de la Puisaye. Et un troisième niveau également d'interrogation qui finalement ont conduit à cet avis défavorable, c'est sur la viabilité économique du projet agricole. Parce que il s'agit là donc d'un projet agrivoltaïque qui, comme son nom l'indique, a une double composante, une composante agricole et une composante photovoltaïque. C'est bien le cadre législatif et réglementaire assez récent que nous avons pour ce type de projet, où en fait la France permet maintenant aux agriculteurs de pouvoir valoriser, comme vous le savez, leur foncier avec ces projets photovoltaïques, mais à condition qu'il y ait aussi une dimension agricole. Et pour le dire de manière la plus, comme moi je le comprends, donc une fois de plus, pardon, je ne suis pas technicien, mais il ne faut pas que le projet agricole soit le fauné d'un projet photovoltaïque. Et donc, il est vraiment très clairement dit dans les textes qu'il faut que le projet agricole en tant que tel soit viable. Et donc, par-dessus, la rente qui serait accordée par le projet photovoltaïque vienne de surcroît, mais ne vienne pas boucler l'économie générale du projet. Et là-dessus, il y a eu de nombreux échanges lors de la CNPNAF avec beaucoup de questions qui, et ça une fois moi je n'y étais pas et je n'ai pas le compte rendu exact, mais qui manifestement n'ont pas eu des réponses suffisantes puisqu'elles ont conduit à un avis très très franchement défavorable. Voilà ce que je peux dire à ce stade sur cette commission. Ensuite, sur la suite, il y a 3 possibilités. La première, sur cet arrêté préfectoral qui est un arrêté donc, qui va refuser les permis de construire, comme tout arrêté préfectoral dans un état de droit, eh bien, il peut y avoir un recours. Donc l'entreprise peut faire un recours d'abord gracieux, puis ensuite contentieux auprès du juge administratif pour dire bah, le préfet n'avait pas le droit ou voilà, trouver des arguments qui montrent que cette décision n'aurait pas dû être prise et que le préfet voilà, a fait un excès de pouvoir par exemple en prenant cette décision. Donc il y a cette première voie qui est celle du recours. La deuxième voie, c'est celle d'un projet qui sera ajusté, modifié. C'est-à-dire que la CDPNAF et le préfet ne prennent pas une position dans l'absolu. Il ne s'agit pas d'interdire pour l'éternité, quel que soit le projet, un projet agrivoltaïque en Puisaye, puisque la loi le permet. Et là, l'arrêté, il interdit ce projet-là pour des raisons précises dont je vous ai donné quelques éléments. Ça fera l'objet d'un compte rendu précis, ce CDPNAF, avec la justification de chacune des causes qui ont conduit à l'avis défavorable. L'arrêté du préfet aura aussi des justifications et le porteur de projet sera libre de piocher dedans et d'essayer par exemple, je vous donne l'exemple sur la viabilité économique, de dire voilà, on va revoir un projet dans lequel la partie agricole sera beaucoup plus musclée, où la partie sur la destruction des zones humides sera beaucoup plus limitée ou beaucoup plus compensée, de telle sorte que les raisons qui ont prévalu à l'avis défavorable, toutes ces questions, ces interrogations qui sont restées sans réponse, et bien là, soient avec des réponses claires et convaincantes, et donc le projet, cette fois-ci, pourrait passer. La troisième possibilité, c'est le refus
enfin c'est pas le refus, c'est l'abandon du coup du porteur de projet qui se dirait trop compliqué, finalement les points qui ont été soulevés et qu'il faudrait que je modifie sont en réalité des points structurants pour mon projet et mon projet ne tient pas la route si je les bouge. J'en sais rien, mais ça pourrait être son raisonnement, ou alors se dire bon, on sent qu'il y a ici une résistance forte, on voit qu'il y a une mobilisation importante, ça ne vaut pas le coup, on va aller voir ailleurs. Donc c'est en effet les trois voies qui sont possibles, donc soit le recours pour faire casser et forcer le préfet à accepter le permis de construire du projet en tant que tel, soit redéposer un autre projet qui serait modifié et plus acceptable, soit laisser tomber. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une idée du calendrier? Parce que s'il abandonne, on ne le saura jamais et il va disparaître. Mais s'il y a des recours contentieux, comme vous l'avez, et s'il doit modifier son projet, la balle est dans son camp, il prendra le temps qu'il faudra. Mais en cas de recours contentieux, est-ce que vous avez une idée d'un calendrier possible? C'est rapide, le préfet est astreint à répondre rapidement, l'instance administrative est contrainte à des délais, ou est-ce que ça peut s'étaler dans le temps? Est-ce que vous avez des éléments de calendrier? Rien qui pourrait aboutir cette année 2026, ça c'est absolument certain. Les délais de la justice, je ne les connais pas, mais si jamais, donc, par exemple, si on prend les deux premiers en effet scénarios, après l'avis de la CDP9, si celui-ci donc est modifié, il y aura encore une instruction du permis de construire par la DDT, puisque finalement, en fait, là, dans la procédure habituelle, vous avez également une instruction sur le fond par les services de la DDT du permis de construire. Il y a également une instruction sur la loi sur l'eau qui doit être faite, donc il y a un certain nombre de dossiers qui doivent être traités. Ce que nous avons fait, nous, c'est que nous avons convoqué la CDP9 avant, puisque comme son avis est liant, ça ne servait à rien que nous, on instruise pendant des mois un projet qui, en fait, serait retoqué par la commission. Et donc, finalement, tout le travail technique qui est prévu par les textes n'a pas encore été fait. Donc, si jamais, que ce soit le juge ou que ce soit le porteur de projet par un projet modifié reviendrait à la case départ, eh bien, il faut encore recommencer, donc avec la CDP9 et puis ensuite avec l'instruction des services de la DDT. Donc ça, c'est plusieurs mois, et par plusieurs mois, c'est 12, 18 mois. Donc parce qu'il y a évidemment à chaque fois des itérations avec les porteurs de projet. Donc certainement pas 2026, et puis ensuite dans le calendrier que je vous ai indiqué. Très bien. Par ailleurs, Monsieur le Préfet était venu ici devant l'association nous expliquer la position, le regard qu'il portait sur cette nouvelle technique d'agrivoltaïsme. Et est-ce qu'à l'aune de ce que vous avez pu constater sur le dépôt de ce projet et les débats qu'ils vont susciter ici sur Terre Poyodine, est-ce que vous en tirez quelques conséquences, quelques conclusions? Comment vous allez recevoir les autres projets? Parce qu'il y en aura d'autres. Si ce n'est pas celui-là, ce sera d'autres. Comment vous les analysez? Comment vous les voyez? Ça a été intéressant de voir que les débats ont beaucoup porté sur cette question de la viabilité économique du projet agricole, c'est-à-dire que on prend vraiment les textes au sérieux, c'est-à-dire que c'est pas un prétexte, il faut qu'il y ait un projet agricole qui en tant que tel tienne la route. La Chambre d'agriculture de Lyon a par ailleurs une doctrine qui n'est pas dans la loi, mais qui est une doctrine qu'elle applique en CDP9, donc dans notre territoire, ça a de la valeur, qui est sur le partage de la valeur du projet sur un grand nombre d'agriculteurs. Donc pour qu'un projet soit accepté par la Chambre d'agriculture, je passe au bout de contrôle, il faut qu'il y ait un grand nombre d'agriculteurs qui puissent en bénéficier. Là, ce projet reposait sur un faible nombre, 8 je crois, d'exploitations agricoles. Donc voilà, ça on commence à voir en effet apparaître une forme de jurisprudence, des points d'attention qu'on va avoir particulièrement dans le département de Lyon. De manière générale, la doctrine du préfet sur ces sujets, c'est du cas par cas. C'est-à-dire que ce type de projet photovoltaïque existe dans la loi,
ils peuvent avoir un certain nombre d'intérêts. Si les parlementaires ont voté ce texte, c'est aussi qu'ils considèrent que ça a un intérêt, y compris pour les agriculteurs, d'avoir ces compléments de revenus par le photovoltaïque, outre l'intérêt évidemment pour le mix énergétique de notre pays. Donc il n'y a pas de position de rejet dans l'absolu par le préfet, mais bien une instruction au cas par cas pour voir si le projet est intéressant pour le territoire ou pas. On regarde évidemment, et c'est vraiment tous les échanges qu'on a pu avoir en CDPNAF, à quel point l'acceptation sociale est importante. Les positions des élus en CDPNAF ont eu du poids, ont eu de la valeur. Et puis en effet, l'intérêt qu'il y a pour les agriculteurs, pour le plus grand nombre possible d'agriculteurs et pour le projet qu'ils développent. Très bien. Alors vous avez dit en introduction que vous n'étiez pas un expert, donc avec votre autorisation, je passerai volontiers la parole à un expert. Éric Saison, est-ce que vous êtes expert parce que vous êtes agriculteur? Est-ce que vous êtes expert parce que vous êtes membre du bureau de la Chambre d'agriculture? En tout cas, est-ce que vous pouvez compléter les propos du sous-préfet? Non, bonjour à tous. Non, je ne suis pas expert du tout. Je suis un élu de bonne volonté et puis qui essaie de démêler le vrai du faux dans tout ce qu'on voit, dans tout ce qu'on va passer. Alors, le mandat d'avant, j'ai représenté la Chambre d'agriculture dans une structure qui s'appelle le Pôle Énergie, qui est une structure qui est présidée par, organisée par la préfecture, qui consistait à préparer en amont, à faire venir les développeurs, les porteurs de projets, pour tout ce qui concerne l'énergie, donc l'éolien, le photovoltaïque, et très peu la méthanisation, mais surtout l'éolien photovoltaïque. Donc on voyait des projets arriver. Et par rapport à ce projet-là dont vous parliez, moi, si vous voulez, ce projet-là, il est presque facile pour nous, parce que c'était vraiment le cas typique où il fallait dire non. Et le fait est qu'il n'y a eu quasiment que des non, et 2 abstentions. Mais il y a beaucoup de projets, c'est bien plus délicat, c'est bien plus difficile de statuer, parce que forcément, on joue sur les mots, on joue sur les chiffres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant qu'on parle d'agrivoltaïsme, on parlait de photovoltaïque au sol. Ça veut dire que la terre agricole perdait son statut de production agricole, le statut du fermage n'existait plus, elle partait dans une catégorie où la terre était considérée comme un bien industriel et non plus un bien agricole. Donc c'était définitif, il n'y avait plus de politique agricole commune dessus. Ça a duré une dizaine d'années, et là-dessus, la position de la Chambre d'agriculture et des syndicats était de dire oui, mais, donc en priorité, et où on n'a pas tellement varié, c'est que le photovoltaïque, c'est d'abord sur les toits, ensuite ce sont sur les terres rendues incultes, donc c'est pour ça qu'on voit pas mal de photovoltaïques sur des délaissés d'autoroute, sur des anciennes carrières, sur des friches, sur des terres qui ont été mises à l'abandon mais qui n'étaient plus du ressort de la politique agricole commune, donc il n'y avait plus d'aide. Ça a duré un temps, et puis ensuite sont venus des projets photovoltaïques sur des terres agricoles, qui posaient beaucoup plus de débats, alors des débats un petit peu philosophiques, éthiques, sachant que les agriculteurs, et je l'avoue, sont souvent intéressés pour avoir des revenus complémentaires sur des sols qui d'habitude et normalement sont de piètre qualité. Je dis bien normalement. Donc ça a duré un temps. Et ensuite, il y a eu une remise en question du photovoltaïque au sol, où quand même, alors je dis on, je ne sais pas qui exactement, mais on a considéré que dans le photovoltaïque, se voir des champs complètement abandonnés sur le plan de la production agricole, ça ne pouvait plus être durable. Donc c'est là qu'est venu le terme d'agrivoltaïsme. Donc c'est conjuguer la production agricole avec de la production d'énergie. Donc là, la profession, on s'est à nouveau concerté, parce que le plus dur pour nous, c'est quand est-ce qu'on dit oui, quand est-ce qu'on dit non. Sachant qu'il faut avoir de la mémoire, si on dit non à l'un, c'est-à-dire qu'il faut s'en rappeler pour que 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on ait la même cohérence. Parce que sinon, on est pris pour des guignols à la fin. Et puis de ne pas partir dans du copinage, dire oui à un copain, et puis dire non à celui qu'on ne connaît pas. Donc maintenant, agrivoltaïsme, en théorie, il faudrait que la terre conserve la même, et vous l'avez dit très bien tout à l'heure, il faut que la première fonction de la terre agricole, c'est d'avoir une fonction agricole, donc que le revenu principal tiré au profit de l'agriculteur provienne de la production agricole. Mais dans les faits, en fait, c'est pas possible, parce que le revenu agricole aujourd'hui,
En gros, c'est 800 000 euros de marge brute à l'hectare. Le revenu de l'agrivoltaïsme, on est plutôt, à mon avis, aux alentours des 2 000 euros de l'hectare. Et sachant que ce n'est pas de l'hectare, c'est du mégawatt produit. Donc forcément, quelque part, c'est un peu biaisé. Mais au moins, il y a toujours le statut du fermage qui est protégé. Le propriétaire et le locataire se partagent un petit peu les fruits de la rente. Donc, quelque part, c'est quand même un peu moins malsain que ce qu'on connaissait avant. Alors après, il y a toujours la notion de qualité de terre. C'est d'abord en priorité sur les mauvaises terres, mais une mauvaise terre en puisée, c'est peut-être une très bonne terre dans les terres caillouteuses du Tonnerrois. Donc, vous voyez, qu'est-ce que c'est que du mauvais? Alors, il y a des catégories, hein, il y a des études pédologiques, il y a des catégories pour affiner. Et puis ensuite, il y a la notion de taille. C'est que nous, dans la doctrine photovoltaïque, on disait pas plus de 10 hectares par exploitant. Aujourd'hui, la doctrine agrivoltaïsme, c'est pas plus de 10 mégawatts par exploitant. Et donc, avec maintenant la technique des trackers pivotants, qui ont un bon rendement, et avec des trackers tous les 10-12 mètres de large, qui permet quand même vraiment de passer des uns entre les deux, on a à peu près un rendement d'1 mégawatt par hectare. Donc ça revient un petit peu près. On est presque arrivé, en sauvegardant la terre agricole, d'avoir quand même des productions d'énergie comme avant. Mais pour en revenir à ce dossier-là, si vous voulez, le cas d'école, ce projet-là, c'est facile de dire non. Rien ne vous dit que dans 2-3 ans, il y aura à nouveau des projets qui seront plus subtils. On aura retiré les zones humides, on aura retiré les coins qui posent problème, et puis ça reviendra. Si vous voulez, aujourd'hui, il y a 3000 hectares de projets qui sont instruits, qui ont été validés par la préfecture. Ce qui le problème aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas assez d'accueil sur les postes sources d'Enedis. Et ça va durer longtemps. Ce qui nous surprend à la Chambre, c'est que tous les mois, on signe des prestations de fruits pour pouvoir catégoriser la terre, savoir de quelle catégorie elle est, pour pouvoir affiner le projet. Donc tous les mois, il y a des nouveaux projets qui sortent. Et je pense qu'aujourd'hui, on est dans la phase où il y a un gros marché de recherche de signature de baux amphithéotiques pour sauvegarder le foncier et pour revendre ensuite du foncier signé à des futurs développeurs. Aujourd'hui, on en est là. C'est pour ça qu'il y a énormément de projets, ça bouge beaucoup. De là à dire que tous ces projets-là iront au bout, c'est à peu près sûr que non. Mais quelle est la part de ces projets qui ira au bout? Moi, je suis incapable de vous le dire. Mais aujourd'hui, on est exactement dans la même situation qu'il y a 10 ans avec les projets éoliens. Aujourd'hui, les éoliens, on est à peu près à saturation. On n'est pas arrivé à saturation des projets agrivoltaïques. Peut-être que dans 5-6 ans, on le sera devenu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a une telle pression sur ce marché-là. Merci pour ce complément. Merci, bravo. Bravo à tous les deux.